En l'an 2017, des physiciens chinois ont téléporté un objet sur une distance de 1000 km, depuis la surface de la Terre vers un satellite orbital. L'expérience a été un succès. L'état quantique a été transmis, reçu et recréé. La technologie fonctionne. La téléportation est réelle. Mais il y a un détail dont on ne parle pas dans les titres de presse. L'original a disparu, il a simplement cessé d'exister au point de départ. L'information est partie, l'objet n'est plus là. Et ce n'est pas un défaut du système, c'est son principe même de fonctionnement. Les lois de la mécanique quantique ne permettent pas de copier, mais seulement de transférer. Créer deux versions d'un même état quantique est physiquement impossible. Actuellement, cela ne concerne que les photons, de minuscules particules de lumière. Mais que se passera-t-il lorsque la technologie atteindra l'échelle humaine? Vous entrerez dans la cabine ici et vous sortirez là-bas. Tout le monde autour de vous dira « La téléportation a parfaitement fonctionné ». Vous vous souviendrez vous-même d'être entré dans la cabine. Mais sera-ce bien vous, la même personne qui est entrée, ou quelqu'un d'autre qui pense simplement être vous? Cela ressemble à une énigme philosophique, mais c'est de la physique, un problème réel auquel les ingénieurs seront confrontés lorsqu'ils commenceront à construire le premier téléporteur pour les humains. Parce qu'entre vous, au début du voyage, et vous à la fin, il y a un abîme. Un moment où l'original cesse d'exister. Un moment où votre flux de conscience est interrompu à jamais. Mais si vous avez trouvé cette chaîne, c'est que vous ne vous intéressez pas aux contes pour enfants, mais à la vraie science. Une réalité qui est bien plus terrifiante et passionnante que n'importe quelle fiction. C'est pourquoi, abonnez-vous dès maintenant, mettez un pouce bleu, et nous commencerons à décortiquer le paradoxe le plus effrayant de la physique moderne. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi la téléportation n'est pas l'avenir du transport, mais une bombe à retardement philosophique. Téléportation. Le mot lui-même résonne comme une musique du futur. Pas d'embouteillage, pas d'aéroport, pas de vol de plusieurs heures. Envie de vous retrouver à l'autre bout de la planète, il suffit de faire un pas dans la cabine. Un instant, et vous y êtes déjà. Les auteurs de science-fiction nous le promettent depuis des décennies. Star Trek a fait de la téléportation un élément de la culture de masse. Mais d'où vient réellement cette idée? Tout a commencé bien avant l'apparition des ordinateurs et de la physique quantique. Dès la fin du XIXe siècle, des écrivains visionnaires réfléchissaient à la possibilité d'un déplacement instantané de la matière. Ils ne comprenaient pas comment cela pouvait fonctionner. Mais l'intuition leur disait que si nous apprenions à démonter la matière en pièces détachées et à la réassembler, nous pourrions la transmettre comme une information. Les premières réflexions scientifiques sérieuses sur la téléportation ne sont apparues qu'au XXe siècle, lorsque les physiciens ont commencé à comprendre que la matière n'est pas simplement faite de petites billes solides que l'on ne peut pas décomposer. La mécanique quantique a montré qu'au niveau le plus profond, tout est composé de particules qui ressemblent davantage à des ondes de probabilité qu'aux objets auxquels nous sommes habitués. Et là, une pensée séduisante a surgi. Et si nous pouvions mesurer l'état de toutes ces particules à un endroit et les recréer à un autre? Après tout, si un atome de carbone ici n'est pas différent d'un atome de carbone à 1000 km de là, quelle différence cela fait-il s'il s'agit du même atome ou d'un autre identique? La question semblait purement technique. Comment mesurer? Comment transmettre l'information? Comment réassembler le tout? Mais les physiciens ont rapidement buté sur un obstacle fondamental auquel les auteurs de fiction n'avaient même pas pensé. Cet obstacle s'appelle le principe d'incertitude de Heisenberg. Nous en reparlerons plus en détail un peu plus tard, mais l'essentiel est simple. Dans le monde quantique, il est impossible de mesurer simultanément avec précision la position d'une particule
et sa vitesse. Plus on mesure l'un avec précision, moins on connaît l'autre. Cela signifie qu'il est physiquement impossible de créer une copie parfaite d'un être humain en mesurant l'état de toutes ses particules. Le processus même de mesure détruira l'information que nous essayons d'obtenir. Le monde quantique semble protégé contre la copie par un système de sécurité intégré. Mais ensuite, une percée a eu lieu. En 1993, un groupe de physiciens théoriciens a proposé un chemin détourné, la téléportation quantique. Non pas la téléportation de la matière, mais la téléportation de l'information sur l'état quantique. Et en 1997, on a réussi à réaliser cela en laboratoire. Cela semble impressionnant, n'est-ce pas? Mais dissipons immédiatement les illusions. La téléportation quantique n'est pas ce que vous avez vu dans les films. Les scientifiques n'ont téléporté ni un humain, ni un chat, ni même une bactérie. Ils ont téléporté l'état quantique d'un seul photon, une particule de lumière, une seule et minuscule particule. Et pour cela, il a fallu une installation extrêmement complexe, fonctionnant à une température proche du zéro absolu. Depuis lors, les expériences se poursuivent. On a téléporté l'état d'atome, puis d'ion. La distance a augmenté, passant de quelques mètres à des kilomètres. En 2017, des scientifiques chinois ont téléporté l'état quantique d'un photon vers un satellite situé à 1000 km d'altitude. Une percée, certes, mais on n'est même pas proche de la téléportation humaine, car entre la téléportation de l'état quantique d'un seul photon et la téléportation d'un être humain, il y a un abîme de la taille de l'univers. Littéralement, le corps humain compte environ 30 billions de cellules. Chaque cellule contient des billions d'atomes. Chaque atome est composé de protons, de neutrons et d'électrons. Et pour chacune de ces particules, il faut préserver non seulement sa position dans l'espace, mais aussi son état quantique. Imaginez que vous deviez photographier chaque grain de sable sur toutes les plages de la Terre simultanément, avec la précision de l'emplacement de chaque molécule dans chaque grain de sable. Et maintenant, imaginez que le processus même de photographie détruise ce que vous prenez en photo. Voilà à quoi ressemble la tâche de la téléportation humaine du point de vue de la physique. Mais même en supposant qu'un jour la technologie le permette, il reste une question plus sérieuse que n'importe quelle limitation technique. Une question qui empêche les philosophes de dormir depuis plusieurs décennies. Si nous créons votre copie exacte à l'autre bout du monde et que nous détruisons l'original, qui s'est déplacé exactement? Vous ou quelqu'un d'autre? Cette question semble abstraite, jusqu'à ce que l'on s'imagine à la place de celui qui entre dans le téléporteur. Pour tous les autres, rien ne changera. De la cabine sortira une personne avec vos souvenirs, votre caractère, votre personnalité. Mais vous saurez la vérité dans les dernières secondes de votre existence. Quand la machine commencera à décomposer votre corps en atomes, vous comprendrez que vous êtes en train de mourir, et que celui qui se matérialisera ailleurs sera une autre personne qui pense simplement être vous. Ce n'est pas juste un jeu de mots philosophique. C'est une question sur la nature même de la conscience, de l'identité, de ce qui fait que vous êtes précisément vous. Et la science moderne n'a pas de réponse unique à cela. De plus, il est possible qu'une telle réponse n'existe pas en principe et que nous soyons confrontés à une limite fondamentale de notre compréhension de la réalité. Creusons plus profondément et examinons ce paradoxe, car c'est précisément ici, à l'intersection de la physique et de la philosophie, que se cache la véritable horreur de la téléportation. Imaginez une expérience. Vous entrez dans le téléporteur. La machine scanne votre corps, transmet l'information à la station de réception, où votre copie exacte est assemblée à partir d'atomes locaux. Atome par atome, molécule par molécule, connexion neuronale,
par connexion neuronale. La copie est si parfaite que même les états quantiques de toutes les particules sont reproduits avec une précision extrême. Tout semble simple, vous vous êtes déplacé, mais là surgit une question délicate. Et si le téléporteur tombait en panne et ne détruisait pas l'original? Et si, après la matérialisation de la copie, vous restiez debout dans la cabine de départ, sain et sauf? Vous êtes maintenant deux, l'original et la copie. Les deux possèdent les mêmes souvenirs. Les deux versions se souviennent d'être entrées dans le téléporteur. Les deux sont absolument convaincus d'être le vrai vous. Mais qui a raison? Pour l'entourage, c'est un dilemme insoluble. Impossible de désigner l'un et de dire « voici le vrai ». Du point de vue de la physique, les deux corps sont identiques. Du point de vue de la psychologie, les deux possèdent le même ensemble de souvenirs, de convictions, de traits de personnalité. Même juridiquement, les deux ont des droits égaux à être considérés comme la même personne. Mais voici ce qui est intéressant. Pour l'original lui-même, la réponse est évidente. Il sait qu'il n'a pas quitté la cabine, que son corps n'a pas été décomposé en atomes, qu'il est lui-même, et que cette chose à l'autre bout n'est qu'une copie. Une très bonne copie, mais une copie tout de même. Et maintenant, imaginez que le téléporteur fonctionne correctement et détruise l'original. Du point de vue de l'original, c'est la mort, une mort totale et définitive. Sa conscience s'éteint, son expérience subjective est interrompue pour toujours. Oui, une copie se matérialisera quelque part et pensera que le voyage a été réussi. Mais ce n'est pas une consolation pour celui qui meurt dans la cabine de départ. Cette expérience de pensée s'appelle le paradoxe de la téléportation. Elle a été formulée par le philosophe britannique Derek Parfit dans un livre paru en 1984. Parfit a compliqué la tâche. Et si le téléporteur créait non pas une seule copie, mais plusieurs, 100 ou 1 million? Toutes ces copies seraient également convaincues d'être l'original. Mais il est évident que ce n'est pas le cas. Ou peut-être que si. Peut-être que le concept d'une personnalité unique est une illusion créée par notre cerveau? Peut-être n'y a-t-il aucune différence fondamentale entre l'original et la copie, s'ils sont indiscernables. Certains philosophes le pensent précisément. Ils affirment que l'important n'est pas la continuité physique du corps, mais la continuité psychologique dans la préservation des souvenirs, du caractère, de la personnalité. Si la copie possède tout cela, alors elle est la continuation de l'original. De ce point de vue, la téléportation ne vous tue pas. Elle transfère simplement votre personnalité d'un substrat physique à un autre. Cela semble logique? Alors faisons une autre expérience de pensée. Imaginez qu'au lieu de la téléportation, nous vous clonions simplement, créant une copie exacte et la plaçant à côté de vous. L'original ne meurt pas dans ce cas. Vous continuez tous les deux à vivre. Question. Êtes-vous d'accord pour dire que la copie, c'est aussi vous, que votre conscience existe maintenant dans deux corps simultanément? La plupart des gens répondent intuitivement « non ». La copie est une autre personne, très semblable, mais différente. Elle aura sa propre vie, ses propres expériences, son propre vécu subjectif. Elle ne pourra pas ressentir ce que vous ressentez. Vous ne connaîtrez pas ses pensées. Vous êtes deux personnes différentes avec un passé commun, mais un avenir différent. Et maintenant, imaginez qu'une minute après la création de la copie, l'original meurt d'une crise cardiaque. Est-ce que quelque chose a changé? La copie a survécu. Elle se souvient de toute votre vie. Elle poursuivra vos activités. Pour l'entourage, rien ne changera. Vous êtes comme vous étiez. Mais vous êtes mort. Votre expérience subjective s'est interrompue. Le fait qu'une copie avec vos souvenirs continue d'exister quelque part ne change rien à la réalité de votre mort.
La téléportation, c'est exactement la même chose. Sauf que la mort ne survient pas par crise cardiaque, mais par la destruction intentionnelle du corps. On vous démonte en atomes, une copie est créée ailleurs. Pour tout le monde, sauf pour vous, le processus ressemble à un déplacement, mais de votre point de vue, c'est un suicide. Maintenant, la question: accepteriez-vous d'utiliser un téléporteur en sachant cela, en sachant que vous allez mourir et que votre place sera prise par une copie? La plupart des gens, après y avoir réfléchi sérieusement, répondent non. Même si techniquement la téléportation devenait possible, même si elle était absolument sûre du point de vue de la création d'une copie exacte, l'idée même d'une mort volontaire avec remplacement par un clone est repoussante. Mais voici ce qui est vraiment sinistre. Peut-être passons-nous déjà par quelque chose de similaire. Chaque nuit, quand vous vous endormez, votre conscience se déconnecte. Le flux des expériences subjectives est interrompu. Le matin, vous vous réveillez avec le souvenir de qui vous êtes. Mais est-ce le même flux de conscience ou un nouveau? Êtes-vous la même personne qui s'est endormie hier ou sa copie très convaincante qui se souvient simplement de la journée d'hier? Cette question n'a pas de réponse parce que nous ne savons pas ce qu'est la conscience en réalité. Est-ce un processus continu ou une série de moments discrets? Existe-t-il une sorte d'entité immatérielle, une âme, qui relie votre moi d'hier à votre moi d'aujourd'hui? Ou bien la personnalité est-elle simplement un motif d'information qui peut être copié comme un fichier sur un ordinateur? Les neurosciences modernes penchent pour la seconde option. De plus en plus de données indiquent que la conscience est un processus se déroulant dans le cerveau, un ensemble de réactions électrochimiques. Si l'on reproduit ce processus dans un autre cerveau avec la même précision, on obtiendra la même conscience. Mais même si c'est vrai, le paradoxe de la téléportation ne disparaît pas, car pour l'original, le processus ressemble toujours à la mort. Son cerveau cessera de fonctionner, ses expériences subjectives s'interrompront, et le fait qu'un processus identique démarre ailleurs dans un autre cerveau ne changera rien à la réalité de sa mort. C'est comme créer une copie de sauvegarde d'un programme informatique. Si l'ordinateur d'origine brûle, le programme continuera de fonctionner sur le support de secours. Mais l'ordinateur d'origine est quand même détruit. Pour le programme, cela n'a pas d'importance. Il ne possède pas de conscience. Mais pour l'humain, c'est là que se trouve le piège philosophique. D'un côté, la copie est indiscernable de l'original. De l'autre, le processus même de création de la copie tue l'original. Peut-on considérer cela comme un déplacement, ou est-ce tout de même un meurtre avec remplacement? Différents philosophes répondent différemment. Mais ce qui est intéressant est ailleurs. Cette question a cessé d'être purement théorique. Avec le développement de la technologie, nous nous approchons de situations où elle deviendra pratique. Le téléchargement de la conscience dans un ordinateur, la création de copies numériques de la personnalité, la transplantation du cerveau dans un nouveau corps. Tous ces scénarios posent la même question. Qu'est-ce qui définit précisément votre identité? Et pendant que les philosophes débattent, les physiciens sont confrontés à un problème encore plus fondamental. Même si nous décidions que nous sommes prêts à accepter les conséquences philosophiques de la téléportation, la nature même du monde quantique rend cette technologie pratiquement impossible. Et le coupable, c'est l'un des principes les plus étranges de la physique moderne. Parlons de la raison pour laquelle l'univers interdit par principe la création de copies parfaites, de la manière dont les lois de la mécanique quantique protègent la réalité contre le clonage, et de ce que cela signifie pour toute tentative de téléporter un être humain. Le principe d'incertitude de Heisenberg. Le nom semble complexe, mais l'essentiel peut s'expliquer simplement. Certes, le comprendre intuitivement est presque impossible, car ce principe contredit
toute notre expérience de la perception du monde. Imaginez une balle en plein vol. À tout moment, vous pouvez dire exactement où elle se trouve et à quelle vitesse elle se déplace. Mesurer simultanément la coordonnée et la vitesse ne pose aucun problème. La physique classique fonctionne précisément ainsi. Chaque objet, à chaque instant, possède une position déterminée et une vitesse déterminée. Mais dans le monde quantique, tout est différent. En 1927, le physicien allemand Werner Heisenberg a prouvé que, pour les particules microscopiques, il est impossible de mesurer simultanément avec précision la coordonnée et la quantité de mouvement. Plus on mesure la position avec précision, moins on connaît la vitesse avec exactitude, et inversement. Ce n'est pas un problème d'imperfection des instruments de mesure, c'est une propriété fondamentale de la nature. Une particule dans le monde quantique ne possède tout simplement pas simultanément des valeurs exactes de position et de vitesse. Ses grandeurs sont floues, indéterminées. La particule semble comme étalée dans l'espace, existant simultanément en plusieurs endroits avec des probabilités différentes. Pourquoi en est-il ainsi ? Parce que les particules ne sont pas de petites billes, comme on nous l'a appris à l'école. Ce sont des ondes. Plus précisément, elles se comportent à la fois comme des ondes et comme des particules, selon la manière dont nous les observons. Ce dualisme est la base de la mécanique quantique. Et c'est ici que commence le plus intéressant pour notre sujet. Si vous voulez téléporter un humain, vous devez mesurer l'état quantique de chaque particule de son corps, de chaque électron, de chaque proton, de chaque neutron. Des milliards, de milliards, de milliards de particules. Et pour chacune, il faut connaître non seulement sa position dans l'espace, mais aussi son mouvement. Or, le principe d'incertitude l'interdit. Il est impossible de connaître simultanément avec exactitude la coordonnée et la vitesse. On peut mesurer la position avec une grande précision, mais on perdra alors totalement l'information sur le mouvement. On peut mesurer la vitesse, mais on perdra l'information sur la position. De plus, l'acte même de mesurer modifie l'état de la particule. Ce n'est pas un effet secondaire d'une technique imparfaite, c'est une propriété fondamentale du monde quantique. Lorsque vous mesurez un système quantique, vous intervenez inévitablement sur lui. Vous modifiez ce que vous tentez de mesurer. Imaginez que vous essayez de photographier une bulle de savon, mais que votre appareil fonctionne de telle sorte que chaque photon de lumière frappant la pellicule détruise une petite section de la bulle. Le temps d'obtenir une image complète, la bulle n'existera plus. C'est à peu près ainsi que fonctionne la mesure des systèmes quantiques. Pour une seule particule, c'est simplement gênant, mais pour le corps humain, c'est une catastrophe, car l'être humain n'est pas seulement un ensemble de particules. C'est un système quantique d'une complexité inimaginable. Des billions de particules, intriquées les unes aux autres par des interactions extrêmement complexes. Et toutes ces interactions doivent être préservées. Non seulement la position de chaque atome, mais aussi son état quantique. Non seulement les liaisons chimiques, mais aussi l'intrication quantique entre les parties des molécules. Non seulement la structure des neurones, mais aussi la distribution précise des potentiels électriques sur leurs membranes. Imaginez un puzzle de plusieurs billions de pièces. Sauf que les pièces ne restent pas tranquillement sur la table. Elles bougent constamment, changent, interagissent entre elles. Et vous devez mémoriser la position de chaque pièce à un instant précis. De plus, l'observation même des pièces les force à changer de position. On comprend maintenant pourquoi la téléportation quantique réalisée en laboratoire ne fonctionne qu'avec des particules individuelles. Un photon, un système quantique unique. On peut mesurer son état, transmettre l'information, le recréer ailleurs. C'est complexe, mais réalisable.
l'être humain représente des dizaines de septillions de systèmes quantiques liés entre eux. Mesurer leur état sans le détruire est, par définition, impossible. Le principe d'incertitude se dresse comme un mur infranchissable entre nous et la téléportation. Mais peut-être existe-t-il un chemin détourné? Après tout, la téléportation quantique fonctionne d'une certaine manière. Comment les scientifiques parviennent-ils à contourner le principe d'incertitude? La réponse est astucieuse. La téléportation quantique ne contourne pas le principe de Heisenberg. Elle l'utilise. Au cours du processus de téléportation, l'état quantique original est bel et bien détruit. Il est impossible de le préserver lors de la mesure, mais grâce à l'intrication quantique, l'information sur l'état est transférée à une autre particule. Il s'avère que l'état n'est pas copié, mais transféré. L'original perd alors son propre état quantique. Pour un photon, cela fonctionne, mais pas pour un être humain. Car l'humain n'est pas une particule unique, mais des billions de particules. Et elles doivent toutes être intriquées, avec des particules correspondantes du côté du récepteur. Créer une telle intrication pour un objet macroscopique est une tâche qui frise l'impossible. De plus, l'intrication quantique est extrêmement fragile. Toute interaction avec l'environnement la détruit. C'est ce qu'on appelle la décohérence. Dans le corps humain, à une température de 37 degrés et sous le bruit constant des fluctuations thermiques, l'intrication quantique se désintègre de manière presque instantanée. Certains physiciens suggèrent qu'il pourrait exister dans le cerveau des processus quantiques protégés de la décohérence par des structures biologiques particulières. Mais même si c'était le cas, l'échelle de ces processus est infime par rapport à l'échelle de l'organisme entier. Et maintenant, imaginez que nous ayons miraculeusement résolu tous ces problèmes, que nous ayons appris à créer une intrication quantique entre des billions de particules, que nous ayons appris à la protéger de la décohérence, que nous ayons effectué la mesure, transmis l'information et recréé l'humain à l'autre bout. Qu'obtiendrions-nous? Une copie idéale? Non, car le principe d'incertitude impose une limite fondamentale à la précision de la copie. Nous ne pourrons pas reproduire l'état quantique avec une exactitude absolue. Il y aura des écarts, minuscules certes, mais ils existeront. Pour la plupart des propriétés de l'organisme, ce n'est pas critique. La position d'un atome d'hydrogène dans une molécule d'eau quelque part dans le petit orteil gauche n'influence pas votre personnalité. Mais où se situe la frontière? Quels états quantiques précis sont critiques pour la préservation de la conscience et lesquels ne le sont pas? Nous ne le savons pas, car nous ne comprenons toujours pas comment les processus physiques dans le cerveau engendrent la conscience. Peut-être la conscience est-elle un processus classique qui ne dépend pas des détails quantiques. Dans ce cas, de légères imprécisions ne sont pas graves, mais l'inverse est également possible. Peut-être que certains effets quantiques subtils dans les neurones sont cruciaux pour le fonctionnement du cerveau. Alors, même des écarts minimaux dans l'état quantique pourraient entraîner un changement de personnalité. Vous deviendriez une personne légèrement différente, peut-être de manière imperceptible pour votre entourage, mais bien réelle pour vous-même. Et cela nous ramène au paradoxe de l'identité, sauf qu'il est désormais encore plus effrayant, car il ne s'agit plus seulement de la question philosophique de savoir s'il s'agit de la même personne ou non. Il s'agit du fait que la téléportation pourrait vous modifier physiquement, faire de vous quelqu'un d'autre, et nous ne saurions pas à quel point, car nous ne comprenons pas quels détails quantiques précis sont essentiels à la conscience. Mais supposons que nous ayons aussi résolu ce problème et appris à copier les états quantiques avec une précision suffisante. Il reste une tâche qui pourrait s'avérer la plus ardue de toutes. Il faut traiter et transmettre un volume d'informations
inimaginable. Et c'est ici que commence le véritable cauchemar du point de vue des technologies de l'information. Essayons de calculer combien de données un être humain contient exactement et combien de temps prendrait leur transmission, même si nous apprenions à tout mesurer. Commençons par le plus simple. Quelle quantité d'informations faut-il pour décrire la position de tous les atomes du corps humain ? Un humain moyen de 70 kg se compose d'environ 7 octillions d'atomes. C'est un 7 suivi de 27 zéros. Pour indiquer la position de chaque atome dans un espace tridimensionnel, avec une précision de la taille de l'atome lui-même, il faut environ 100 bits d'informations par atome. En multipliant, on obtient environ 7 iotaoctets de données. Un iotaoctet, c'est un suivi de 24 zéros. À titre de comparaison, l'humanité entière, jusqu'en 2025, a créé environ 150 zétaoctets d'informations numériques. Un zétaoctet est 1000 à la puissance 7 octets. Un iotaoctet est encore 1000 fois plus grand. Autrement dit, l'information sur la structure atomique d'un seul individu dépasse d'environ 70 000 fois toute l'information numérique créée par l'humanité. Et ce n'est que la position des atomes, sans compter leur vitesse, leurs états quantiques ou leurs liaisons chimiques. Ajoutons maintenant l'information quantique. Pour une description complète de l'état quantique d'une particule, il faut bien plus de bits que pour indiquer sa position classique. L'état quantique d'un électron est décrit par une fonction d'onde qui contient une quantité infinie d'informations. En pratique, on peut se limiter à une approximation finie, mais le volume de données augmentera tout de même des millions de fois. Il s'avère que la description complète d'un humain au niveau quantique exige un volume d'informations qui dépasse des milliards de fois toutes les capacités informatiques de l'humanité. Très bien, me direz-vous, peut-être qu'une telle précision n'est pas nécessaire. Peut-être suffit-il de décrire la structure au niveau des molécules et non des atomes. Essayons. Le génome humain contient environ 3 milliards de paires de bases. Pour enregistrer toute la séquence d'ADN, il faut environ 750 mégaoctets. Ajoutons l'information sur les protéines. Encore des gigaoctets. La structure des organes et l'emplacement des cellules, des téraoctets. L'état du réseau neuronal du cerveau, peut-être des pétaoctets. Cela semble encourageant, n'est-ce pas ? Un pétaoctet, c'est à peu près la capacité de stockage d'un centre de données moyen. Nous savons déjà travailler avec de tels volumes. Mais il y a un problème. Ce niveau de détail est insuffisant, car deux cellules ayant le même ADN ne sont pas une seule et même cellule. Elles ont une histoire différente, un état épigénétique différent, une répartition différente des protéines dans le cytoplasme. Deux neurones avec les mêmes connexions ne sont pas identiques. Ils ont une activité électrique différente, une concentration différente de neurotransmetteurs, une histoire d'activation différente. Et ici surgit la question, quel niveau de détail est suffisant pour préserver la personnalité ? Nous l'ignorons, car nous ne comprenons pas comment la structure physique du cerveau code la conscience. Peut-être qu'une description grossière des principales connexions neuronales suffit. Et alors, le volume d'informations est mesurable. Peut-être qu'une précision allant jusqu'à chaque synapse et chaque molécule est nécessaire. Et alors, le volume explose vers des grandeurs astronomiques. Et maintenant, imaginons que nous ayons résolu le problème de la mesure et du stockage. Il faut transmettre ces données. Même en se limitant à un pétaoctet, la transmission par les canaux de communication modernes prendrait des heures. Et s'il faut des iotaoctets, cela prendrait des millions d'années aux vitesses actuelles de transfert de données. On peut rétorquer que les technologies évoluent et que la vitesse de transmission augmente. Mais il existe une limite fondamentale, la vitesse de la lumière.
il est impossible de transmettre une information plus vite que la lumière. Et la quantité d'informations transmissibles par un canal d'une largeur donnée pendant un temps donné est limitée par les lois de la physique. Même un canal de communication théoriquement idéal d'une largeur d'1 mètre ne peut pas transmettre plus d'un certain nombre de bits par seconde. Et cette limite est bien inférieure au volume d'informations nécessaire pour décrire un humain au niveau quantique. On aboutit à un paradoxe. Pour téléporter un humain instantanément, il faut transmettre un volume d'informations qu'il est physiquement impossible de transmettre rapidement. La téléportation, par définition, devrait être plus rapide qu'un déplacement ordinaire, mais la transmission de l'information sur l'état quantique d'un humain pourrait prendre plus de temps que le déplacement physique de son corps. Peut-être alors ne faut-il pas transmettre l'information, mais transférer directement l'état quantique d'une manière ou d'une autre? Cela nous ramène à l'idée de la téléportation quantique. Mais nous avons déjà vu que la téléportation quantique nécessite une intrication préalable entre les systèmes d'émission et de réception. Et la création de cette intrication exige elle-même la transmission d'informations ou le déplacement physique de particules. Le cercle est bouclé. Toute méthode de téléportation se heurte à des limitations fondamentales. Le principe d'incertitude interdit la copie exacte. Le volume d'information dépasse les capacités de toutes les technologies imaginables. La vitesse de transmission est limitée par la vitesse de la lumière. Mais le plus intéressant n'est même pas là. Le plus intéressant est que tous ces problèmes ne concernent que l'aspect physique de la question. Or, il y a aussi l'aspect biologique. L'humain n'est pas qu'un simple tas d'atomes. C'est un système vivant, un écosystème. Et c'est ici que commencent des problèmes auxquels les auteurs de fiction n'avaient même pas songé. Jusqu'à présent, nous avons parlé de la téléportation comme d'une tâche purement physique, mesurer l'état des particules, transmettre l'information, recréer la structure. Mais rappelons-nous que l'humain n'est pas un robot, c'est un organisme vivant. Et la vie n'est pas seulement une disposition correcte des atomes, la vie est un processus, un mouvement constant, un métabolisme, un flux d'énergie. On peut créer une copie idéale d'un corps mort, mais sera-t-elle vivante? Que faut-il copier exactement pour que la copie ne ressemble pas seulement à un humain, mais continue aussi de vivre? Nous touchons ici à une découverte fascinante des dernières décennies. L'être humain n'est pas un organisme unique. C'est une symbiose. Dans notre corps vivent environ 39 billions de cellules bactériennes. C'est à peu près autant que nos propres cellules. Nous sommes un écosystème ambulant. Et ces bactéries ne sont pas de simples passagers. Elles sont cruciales pour notre existence. Le microbiote intestinal digère les aliments, synthétise des vitamines, entraîne le système immunitaire, influence le fonctionnement du cerveau. Les bactéries sur la peau nous protègent des agents pathogènes. Les microbes de la cavité buccale participent à la transformation primaire des aliments. Maintenant, la question est la suivante. Quand nous téléportons un humain, téléportons-nous aussi son microbiote? Chacune des billions de cellules bactériennes avec tous ses gènes, ses protéines, ses états métaboliques? Si oui, le volume d'informations double encore. Il faut décrire non seulement les cellules humaines, mais aussi les cellules bactériennes. De plus, les bactéries sont des organismes distincts, avec leur propre génome, souvent plus complexe qu'il n'y paraît. Sinon, nous obtiendrons un humain sans microbiote, stérile, et il mourra en quelques jours. Car sans bactéries intestinales, il est impossible de digérer la nourriture. Sans microbiote cutané, l'organisme est sans défense contre les infections. Sans microbiote du tout, le système immunitaire ne fonctionnera pas normalement. D'accord, me direz-vous, alors il faut aussi téléporter le microbiote. Mais là surgit le problème suivant. Le microbiote de chaque individu
est unique. Il se forme dès la naissance, change au cours de la vie, dépend de l'alimentation, de l'environnement, du mode de vie. C'est un écosystème vivant qui évolue constamment. Et cet écosystème n'est pas juste un tas de bactéries. C'est un réseau complexe d'interactions. Différentes espèces de bactéries entrent en compétition, échangent des gènes, produisent des substances influençant leurs voisines. Le microbiote est presque comme une forêt tropicale en miniature. Une immense biodiversité, une écologie extrêmement complexe. Pouvons-nous garantir que lors de la téléportation, cet écosystème sera préservé, que l'équilibre entre les différentes espèces ne sera pas rompu, qu'il n'y aura pas une extinction massive d'une espèce cruciale? Et il y a aussi les virus. Un nombre incalculable de virus vivent dans le corps humain. La plupart sont inoffensifs ou même bénéfiques. Certains sont intégrés à notre génome. Ce sont les vestiges d'anciennes infections virales qui remplissent aujourd'hui des fonctions importantes. Les rétrovirus endogènes constituent environ 8% du génome humain. Téléporterons-nous tout cela aussi? Et comment gérer le fait que les virus mutent constamment, que chaque cellule peut contenir différentes variantes d'un même virus, que de nombreux virus existent sous forme latente, intégrés à l'ADN des cellules, et peuvent s'activer de manière imprévisible? Continuons. Les mitochondries, les centrales énergétiques des cellules. Elles possèdent leur propre ADN, différent de l'ADN nucléaire. Elles se multiplient indépendamment de la cellule. En réalité, les mitochondries sont les descendantes d'anciennes bactéries qui, il y a des milliards d'années, sont entrées en symbiose avec nos ancêtres. Chaque cellule compte des centaines ou des milliers de mitochondries. Elles diffèrent toutes légèrement les unes des autres. Les mutations s'accumulent indépendamment dans chaque mitochondrie. Il en résulte que, même au sein d'une seule cellule, il existe une population de mitochondries génétiquement différentes. C'est ce qu'on appelle l'hétéroplasmie, et c'est important. Différentes variantes de l'ADN mitochondrial peuvent influencer différemment le métabolisme de la cellule. Pour certaines maladies, la proportion des différentes variantes est critique. Cela signifie que lors de la téléportation, il faut préserver non seulement le nombre de mitochondries dans chaque cellule, mais aussi la diversité génétique de la population mitochondriale pour des billions de cellules. Avec des milliards de mitochondries dans chacune d'elles. Et maintenant, rappelons-nous l'épigénétique. Un même ADN peut fonctionner différemment selon des modifications chimiques, méthylation, acétylation et autres changements. Ces modifications déterminent quels gènes sont actifs et lesquels sont réduits au silence. L'état épigénétique change tout au long de la vie, dépend de l'âge, du mode de vie, du stress, de l'alimentation. Deux personnes à l'ADN identique, comme des jumeaux homozygotes, peuvent différer considérablement à un âge avancé précisément à cause de l'épigénétique. Et ces modifications épigénétiques doivent être préservées lors de la téléportation, car elles déterminent le fonctionnement des cellules, les protéines synthétisées et la marche de l'organisme. Imaginez maintenant la complexité de la tâche. Il ne faut pas seulement copier la séquence d'ADN, il faut reproduire toutes les modifications chimiques de chaque gène dans chaque cellule. Or, ces modifications sont dynamiques, changent avec le temps et dépendent de l'état de la cellule. Et ce n'est pas tout. À l'intérieur des cellules se déroulent des milliers de réactions chimiques simultanées. Synthèse de protéines, dégradation des sucres, production d'énergie, transmission de signaux. Tous ces processus sont dans un état donné à chaque instant précis. Peut-on interrompre tous ces processus, enregistrer leur état, puis les relancer? Ou bien
La cellule mourra-t-elle si le métabolisme s'arrête? La vie est un processus qui ne supporte pas la pause. Si on arrête le cœur, on ne peut pas simplement le redémarrer plus tard. Les cellules du muscle cardiaque commencent à mourir en quelques minutes. Si on arrête un neurone, le potentiel électrique sur sa membrane disparaîtra, la concentration d'ions s'équilibrera et tous les processus actifs de transmission de signaux cesseront. Peut-on ensuite ramener le neurone à son état de fonctionnement en connaissant seulement ses caractéristiques structurelles? Certains scientifiques supposent que oui, que si l'on connaît la position exacte de toutes les molécules, on peut calculer quel processus aurait dû être en cours. D'autres en doutent, il y a une composante chaotique trop importante, une dépendance trop forte aux conditions initiales. Et maintenant, pensons au cerveau. 100 milliards de neurones, chacun relié à des milliers d'autres. Dans chaque synapse, le point de contact entre neurones, se déroulent des processus chimiques extrêmement complexes. Libération de neurotransmetteurs, capture par les récepteurs, modification du potentiel électrique. Ces processus constituent la base du fonctionnement cérébral. Pensée, souvenir, conscience. Tout cela forme des motifs d'activité électrochimique dans le réseau neuronal. Si nous interrompons cette activité, la conscience subsistera-t-elle? Rappelons-nous le paradoxe du sommeil. Quand nous nous endormons, l'activité cérébrale change, mais ne s'arrête pas complètement. Même en sommeil profond, les neurones continuent de travailler pour maintenir les fonctions de base. Peut-on arrêter complètement le cerveau puis le redémarrer? Lors d'une mort clinique, quand le cœur s'arrête et que le cerveau ne reçoit plus d'oxygène, des changements irréversibles commencent en quelques minutes. Les neurones se mettent à mourir. Si la réanimation réussit dans les premières minutes, la conscience peut revenir. Mais s'il s'est écoulé trop de temps, même si l'on parvient à faire repartir le cœur, le cerveau peut être irrémédiablement endommagé. Cela signifie-t-il que la téléportation tuera le cerveau, que même si nous recréons parfaitement la structure de tous les neurones, restaurons toutes les synapses et copions toutes les molécules, la conscience ne reviendra pas parce que nous avons rompu la continuité du processus? Ou, au contraire, si nous recréons correctement la structure, le processus repartira de lui-même, comme un mécanisme d'horlogerie qu'il suffit d'assembler correctement pour qu'il se mette à fonctionner. Nous l'ignorons, car nous n'avons jamais essayé d'arrêter et de redémarrer un cerveau. C'est impossible, même hypothétiquement, avec les technologies actuelles. Et si nous ajoutions le facteur temps à la téléportation? Imaginez que le scan prenne un certain temps, des minutes, des heures. Pendant ce temps, les cellules continueront de vivre, de se diviser, de mourir. Les bactéries se multiplieront, les réactions chimiques suivront leur cours. Au moment où le scan se terminera, l'objet aura déjà changé par rapport à ce qu'il était au début. On obtiendrait alors la copie d'un état inexistant, un hybride entre le début et la fin du scan. Ou alors, il faudrait d'abord congeler l'organisme, arrêter tous les processus, puis scanner. Mais la congélation elle-même cause des dommages. Les cristaux de glace déchirent les membranes cellulaires. Même avec la cryoconservation, qui utilise des substances spéciales pour empêcher la cristallisation, des changements surviennent au niveau moléculaire. Ou peut-être n'est-il pas nécessaire de préserver tous les détails? Peut-être la structure générale suffit-elle, et les petits détails se recréeront d'eux-mêmes. Après tout, l'organisme est un système autorégulé. Si l'on crée la structure adéquate, elle commencera à fonctionner et s'ajustera d'elle-même. C'est possible, mais où se situe la limite entre les détails cruciaux et les détails insignifiants? Quels paramètres précis d'une cellule déterminent sa fonction et lesquels sont du bruit aléatoire? Qu'est-ce qui, dans le réseau neuronal du cerveau,
est responsable de souvenirs précis et qu'est-ce qui n'est que de l'activité de fond. Tant que nous ne comprenons pas suffisamment bien les principes de codage de l'information dans les systèmes biologiques, il est impossible de dire quel niveau de détail est nécessaire. Faut-il copier chaque molécule? Suffit-il de copier l'architecture générale? Et nous en arrivons à la conclusion la plus terrifiante. Même si la téléportation devient techniquement possible, nous ne saurons pas si elle fonctionne correctement, car il est impossible de comparer l'original et la copie une fois que l'original est détruit. La copie sera persuadée que la téléportation s'est bien passée. Mais comment vérifier si la continuité de la conscience a été préservée? Est-ce que quelque chose d'important n'a pas été perdu en route? Peut-être que les premiers humains téléportés seront un peu différents. Sans s'en rendre compte eux-mêmes, ils perdront certains souvenirs, certains traits de caractère ou, au contraire, en acquerront de nouveaux, à cause d'erreurs de copie inévitables, de ruptures d'équilibre du microbiote, de défaillances des mécanismes épigénétiques. Et le plus effrayant, c'est que nous ne le saurons jamais, car il n'y aura plus de point de comparaison. L'original a disparu. Il ne reste que celui qui est sorti du téléporteur. Et s'il dit que tout va bien, qui osera en douter? Mais tout cela n'est que problème de mise en œuvre pratique, des difficultés techniques qui, peut-être, seront résolues un jour. Et maintenant, jetons un coup d'œil à ce que les scientifiques ont déjà accompli, aux expériences réelles de téléportation quantique. Car, malgré toutes les complexités, les physiciens ont réussi à téléporter de l'information quantique. Ni un humain, ni un chat, pas même une bactérie. Mais c'est tout de même une réussite extraordinaire qui montre que les lois de la nature autorisent quelque chose de semblable à la téléportation sous une forme très limitée. Alors, la téléportation quantique. Qu'est-ce que les physiciens ont appris à faire exactement? Analysons cela en détail, car c'est l'un des sujets les plus mal compris de la vulgarisation scientifique. Lorsque les scientifiques parlent de la téléportation d'un photon, ils entendent par là quelque chose de totalement différent de la téléportation que vous voyez dans les films. La première expérience réussie a eu lieu en 1997 à l'université d'Innsbruck. Des physiciens autrichiens, sous la direction d'Anton Zeilinger, ont réussi à téléporter l'état quantique d'un photon sur une distance d'environ 1 mètre. 1 mètre, rendez-vous compte, c'est moins que la longueur d'une table à manger. Mais l'important n'est pas la distance. L'important est que cela ait fonctionné tout court, car la téléportation quantique brise toutes nos représentations intuitives sur la transmission de l'information. Elle fonctionne grâce à l'intrication quantique, un phénomène qu'Einstein appelait une action fantôme à distance. Voici comment cela fonctionne. Nous prenons 2 particules et nous les intriquons de manière quantique. Cela signifie que leurs états sont liés de telle sorte que la mesure de l'une des particules influence instantanément l'état de l'autre, même si elles se trouvent aux extrémités opposées de la galaxie. Nous envoyons une particule intriquée à Alice et l'autre à Bob. Ce sont des noms de code pour 2 stations de téléportation. Maintenant, Alice possède une autre particule, celle dont l'état doit être téléporté. Appelons-la particule X. Alice effectue une mesure spéciale qui affecte simultanément la particule X et sa propre particule intriquée. Cette mesure détruit l'état initial de la particule X, mais au même instant, la particule de Bob prend un état lié à l'état initial de la particule X. Pas un état identique, mais un état lié. Pour obtenir une copie exacte, Bob doit effectuer une opération supplémentaire. Et pour cela, il a besoin d'une information sur le résultat de la mesure d'Alice.
Cette information est transmise de manière classique, via un canal de communication standard, à une vitesse ne dépassant pas la vitesse de la lumière. C'est ainsi que cela se produit. L'état quantique semble sauter d'un endroit à un autre. L'original est détruit, la copie surgit. L'information en elle-même ne se transmet pas plus vite que la lumière. Un canal classique est nécessaire. Mais en même temps, il se passe quelque chose d'étrange. L'état est transféré et non copié. Il est impossible de créer deux copies d'un même état quantique. S'il est apparu à un endroit, il a disparu à l'autre. C'est ce qu'on appelle le théorème de non-clonage. La loi fondamentale de la mécanique quantique stipule qu'il est impossible de créer une copie exacte d'un état quantique inconnu. On peut le transférer, mais pas le copier. Pour un seul photon, cela fonctionne avec élégance. On crée une paire intriquée. On sépare les particules dans l'espace et on procède à la téléportation. Depuis 1997, les expériences sont devenues de plus en plus complexes et ambitieuses. En 2012, on a réussi à téléporter un état quantique à 143 km de distance entre deux îles Canaries à travers l'atmosphère. Un rayon laser a transpercé le ciel nocturne, transportant des photons intriqués. La turbulence de l'atmosphère créait des interférences, mais les physiciens ont réussi. En 2017, un record a été battu. Le satellite chinois. Micius a reçu un état quantique téléporté depuis la Terre, une distance de 1400 km. Le photon est monté dans l'espace. Son état quantique a été recréé en orbite. Une prouesse technique absolument incroyable. Mais revenons sur Terre. Qu'est-ce qui a été téléporté exactement? L'état de polarisation du photon. Ce n'est qu'un seul paramètre d'une seule particule. Le photon tourne-t-il dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse? Est-il polarisé verticalement ou horizontalement? Un seul bit d'information quantique. Dans un corps humain, il y a des billions de bits quantiques et ils sont tous liés entre eux par des corrélations extrêmement complexes. L'abîme entre ce que nous savons faire et ce qui est nécessaire pour la téléportation humaine est immense, comme la différence entre savoir dessiner un point et peindre la Joconde. Pourtant, les expériences continuent. Les scientifiques ont téléporté l'état d'atome, puis d'ion. Ils ont appris à téléporter l'information entre différents types de particules, des photons vers les atomes. C'est important, car les photons sont excellents pour la transmission à distance, tandis que les atomes sont parfaits pour le stockage de l'information. En 2019, on a téléporté un état quantique à 3 niveaux, un qubit au lieu d'un qubit. Cela signifie qu'au lieu de 2 valeurs possibles, la particule pouvait se trouver dans 3 états différents simultanément. Plus d'informations, un processus plus complexe, mais toujours une seule particule. En 2024, une nouvelle percée a eu lieu. On a réussi à effectuer une téléportation quantique via un câble Internet ordinaire chargé de trafic. Auparavant, on pensait que le bruit de la transmission classique de données détruirait les états quantiques fragiles. Mais les physiciens ont trouvé un moyen d'isoler les fréquences nécessaires, et l'information quantique est passée par le câble par lequel circulaient simultanément des données classiques. C'est une étape cruciale vers l'Internet quantique, un réseau où l'information est transmise par téléportation quantique, une communication absolument sécurisée, car toute tentative d'interception détruirait l'état quantique. Des ordinateurs quantiques connectés directement par échange d'informations quantiques, cela semble fantastique, mais remarquez bien qu'il s'agit de transmission d'informations et non de déplacement de matière. L'Internet quantique ne permettra pas de téléporter des gens, il permettra de transmettre des données en toute sécurité.
Est-il possible d'étendre la téléportation quantique à des objets macroscopiques? Théoriquement, oui. Pratiquement, nous nous heurtons aux problèmes que nous avons déjà évoqués. Il faut créer une intrication quantique entre des billions de particules, la protéger de la décohérence, effectuer une mesure simultanée de tous les états, transmettre l'information classique et recréer l'objet. Chaque étape est incroyablement difficile. Ensemble, elles forment une tâche qui pourrait s'avérer fondamentalement insoluble, non pas à cause de limites techniques, mais à cause des lois fondamentales de la physique. Certains physiciens suggèrent qu'il existe une barrière de complexité de principe, que la téléportation quantique ne fonctionne que pour les systèmes simples, que pour les objets complexes, la décohérence détruira inévitablement l'intrication plus vite que nous n'aurons le temps d'effectuer la mesure. D'autres sont plus optimistes. Ils soulignent que chaque fois que nous pensions avoir atteint une limite, de nouvelles technologies sont apparues. Le refroidissement cryogénique a permis de protéger les systèmes quantiques du bruit thermique. Les pièges optiques ont permis de maintenir des atomes isolés. La correction d'erreurs quantiques a permis de lutter contre la décohérence. Peut-être que dans 100 ans, des technologies qui semblent impossibles aujourd'hui verront le jour. Des moyens de créer et de maintenir une intrication quantique macroscopique. Des méthodes pour mesurer les états quantiques sans les détruire. Des algorithmes de restauration de l'information en cas de copie incomplète. Mais même si cela arrive, le problème philosophique restera entier, celui par lequel nous avons commencé. Le problème de l'identité, le problème de la conscience. Peut-on téléporter non seulement le corps, mais aussi ce qui fait que vous êtes vous? Et ici, nous arrivons à la question la plus profonde. Une question à laquelle la science ne peut pas encore répondre. Qu'est-ce que la conscience? Comment les processus physiques dans le cerveau engendrent-ils l'expérience subjective? Et peut-on transférer cette expérience en même temps que la structure physique? La question de la conscience est l'endroit où la physique trébuche et tombe face contre terre. Nous pouvons calculer la trajectoire des galaxies, prédire le comportement des particules élémentaires, fissionner l'atome, créer une intelligence artificielle qui bat des champions d'échecs et de Go, mais nous ne pouvons pas expliquer une chose toute simple. Pourquoi l'expérience subjective existe-t-elle tout court? Pourquoi la matière, assemblée d'une certaine façon, commence-t-elle soudainement à ressentir quelque chose? Pourquoi, à l'intérieur de la boîte crânienne, surgit tout un univers de vécu, de pensées et d'émotions? Les philosophes appellent cela le problème difficile de la conscience. On peut expliquer comment le cerveau traite l'information. C'est une question de neurosciences. Comment les neurones transmettent des signaux électriques, c'est de la biophysique. Comment les souvenirs se forment, c'est de la biologie moléculaire. Tout cela constitue le problème facile. Une question de mécanisme, d'algorithme, de processus. Le problème difficile est le suivant. Pourquoi tout cela s'accompagne-t-il d'une sensation d'exister? Pourquoi y a-t-il quelqu'un qui vit tout cela? Pourquoi, lorsque vous regardez une pomme rouge, cette sensation spécifique de rougeur surgit-elle? Les qualia, comme disent les philosophes, la qualité de l'expérience subjective. On peut décrire quels photons frappent l'œil, comment ils activent les récepteurs de la rétine, comment les impulsions électriques parcourent le nerf optique jusqu'au cerveau, comment certaines zones du cortex s'activent, toute la physique et la chimie du processus. Mais cela n'explique pas la sensation elle-même, ce que l'on ressent de l'intérieur. Imaginez une personne née aveugle. Vous pouvez lui expliquer la physique de la lumière, la biologie de la vision, les neurosciences de la perception des couleurs, mais elle ne saura jamais à quoi ressemble réellement le rouge, car la connaissance du processus n'est pas la même chose que l'expérience vécue elle-même. Et c'est là que réside le problème de la téléportation.
Nous pouvons copier tout le substrat physique, chaque neurone, chaque synapse, chaque molécule. Mais copierons-nous l'expérience elle-même, ce que les philosophes appellent la conscience phénoménale? Et la téléportation frappe droit au cœur de ce problème. Car si nous ne savons pas ce qu'est la conscience, comment pouvons-nous être sûrs que nous l'avons téléportée en même temps que le corps? Certains scientifiques suggèrent que la conscience est un processus quantique, que des phénomènes quantiques se produisent dans le cerveau, et qu'il est par définition impossible de les reproduire par des méthodes classiques. La théorie la plus connue de ce genre appartient à Roger Penrose, un physicien et mathématicien britannique, lauréat du prix Nobel pour ses travaux sur la théorie des trous noirs. Penrose affirme que la conscience émerge de processus quantiques dans les microtubules, de minuscules structures protéiques à l'intérieur des neurones. Ces microtubules sont présents dans toutes les cellules, mais ils sont particulièrement importants dans les neurones. Ils forment une sorte de squelette cellulaire, le long duquel diverses molécules sont transportées. Selon la théorie de Penrose, les microtubules ne sont pas seulement un système de transport, ce sont des ordinateurs quantiques. Ils peuvent maintenir une superposition quantique, un état où le système se trouve simultanément dans plusieurs états, comme le célèbre chat de Schrödinger qui est à la fois mort et vivant tant que l'on n'a pas ouvert la boîte. Les états quantiques dans les microtubules, selon cette théorie, s'intriquent les uns avec les autres, créant des motifs complexes d'informations quantiques. Et périodiquement, ces motifs s'effondrent, passant de la superposition à un état défini. Chaque effondrement de ce type est, selon Penrose, un instant d'expérience consciente, un événement quantique qui génère des sensations. Cela semble beau et même poétique. La conscience comme phénomène quantique. Un lien entre le niveau le plus fondamental de la réalité physique et le phénomène le plus mystérieux de notre existence. Le problème est que la plupart des physiciens et des neurobiologistes ne croient pas à cette théorie. Leurs arguments sont simples et cruels. Le cerveau est trop chaud pour les processus quantiques. À une température de 37 degrés, les atomes tremblent sous l'effet de l'agitation thermique. Cela crée un bruit qui détruit la cohérence quantique. La superposition quantique exige de l'isolement, du silence, du froid. Idéalement, une température proche du zéro absolu. Les physiciens construisent des ordinateurs quantiques dans des chambres spéciales, refroidies à des fractions de degrés au-dessus du zéro absolu. Ils utilisent des supraconducteurs, du vide, un blindage magnétique. Et même avec toutes ces précautions, la cohérence quantique ne tient que quelques fractions de seconde. Et le cerveau, c'est un environnement chaud et humide, des réactions chimiques constantes, des ions qui s'agitent dans tous les sens, des molécules qui s'entrechoquent des milliers de fois par seconde. C'est un ouragan du point de vue de la mécanique quantique. Dans ces conditions, l'état quantique devrait être détruit en quelques milliardièmes de seconde, bien trop vite pour influencer le travail des neurones qui opèrent à l'échelle de la milliseconde. Les calculs du physicien Max Tegmark ont montré que le temps de décohérence dans les microtubules est si court que les effets quantiques ne peuvent pas jouer de rôle dans le fonctionnement du cerveau. C'est comme essayer d'entendre un murmure pendant un concert de rock. Le signal se noie dans le bruit. Mais Penrose et son collègue, l'anesthésiste Stuart Hameroff, ne l'entendent pas de cette oreille. Il souligne que la nature a déjà appris à utiliser des effets quantiques dans des conditions chaudes et humides. La photosynthèse chez les plantes utilise la cohérence quantique pour un transfert d'énergie efficace. Les oiseaux s'orientent grâce aux champs magnétiques terrestres en utilisant l'intrication quantique dans les molécules de cryptochrome de leurs yeux.
Si l'évolution a appris à protéger les processus quantiques dans les feuilles et les yeux des oiseaux, pourquoi ne l'aurait-elle pas fait dans le cerveau? Peut-être que les microtubules possèdent une protection contre la décohérence, une structure qui isole les états quantiques du bruit environnant. C'est possible, mais pour l'instant, ce n'est pas prouvé. Les expériences visant à détecter la cohérence quantique dans des neurones vivants sont techniquement incroyablement difficiles. Toute tentative de mesurer l'état quantique le détruira. On en revient au principe d'incertitude de Heisenberg. Il s'avère que vérifier la théorie de Penrose directement est presque impossible, et cela pose un problème pour la téléportation. Car, si la conscience dépend réellement de processus quantiques dans les microtubules, alors la téléportation doit préserver ces processus avec une précision inouïe. Il faudrait copier non seulement la structure des microtubules, mais aussi leur état quantique pour chaque microtubule de chaque neurone. Et il y a environ 100 milliards de neurones, contenant chacun des centaines ou des milliers de microtubules. Si vous faites la moindre erreur, le motif quantique sera brisé, et la conscience, si elle est réellement quantique, ne sera pas transférée. On obtiendra un corps sans âme, un robot biologique qui a l'air vivant, mais qui est vide à l'intérieur. Les philosophes ont inventé un terme pour cela, le zombie. Pas dans le sens des morts vivants des films d'horreur, mais le zombie philosophique. Un être physiquement identique à un humain, mais dépourvu de conscience. Il peut marcher, parler, rire, résoudre des problèmes, mais il ne ressent rien. Il n'y a pas d'expérience subjective. C'est juste un automate qui imite un humain. Pouvons-nous vérifier si la téléportation n'a pas transformé un humain en zombie? Non, c'est là le principal cauchemar de la situation, car le zombie lui-même affirmera qu'il est pleinement conscient. Il aura des souvenirs de l'époque où il était conscient auparavant. Il possédera un modèle de sa propre conscience encodé dans son réseau neuronal. Il pourra disserter sur ses sentiments, décrire des émotions, passer n'importe quel test, mais tout cela ne sera que fonction, comportement, alors que le vécu réel est absent. Il n'y a personne à la maison, la lumière est éteinte. C'est un peu comme si vous jouiez à un jeu vidéo à la première personne, mais que l'écran était éteint. Le personnage continue de bouger, de réagir, d'effectuer des actions selon des algorithmes, mais personne ne le voit. Cela ressemble à la différence entre regarder un film et vivre sa vie. Une caméra peut enregistrer tout ce qui arrive à une personne, chaque mouvement, chaque mot, chaque expression faciale. Mais l'enregistrement n'est pas l'expérience même de vivre. C'est un reflet extérieur sans contenu intérieur. La téléportation pourrait créer un enregistrement parfait de votre comportement. Elle pourrait reproduire toutes les manifestations extérieures de la conscience. Mais cet enregistrement sera-t-il visionné par quelqu'un? Y aura-t-il un sujet là-bas pour le vivre? C'est pourquoi la question de la nature de la conscience est critique pour la téléportation. Si la conscience est simplement une fonction du cerveau, un processus computationnel, alors en copiant correctement la structure, elle surgira automatiquement, comme un programme sur un ordinateur. Peu importe le matériel sur lequel il tourne si le code est correct. Mais si la conscience est quelque chose de plus qu'une fonction, si c'est une propriété qui ne se réduit pas à la structure, alors copier la structure pourrait ne pas préserver la conscience, et nous ne le saurons jamais car c'est impossible à vérifier. Et pendant que les philosophes débattent de la conscience, les physiciens sont confrontés à un problème qui ne concerne pas la personnalité abstraite, mais la matière bien concrète. Qu'advient-il des atomes du corps original? Où vont-ils? Et qu'est-ce que cela signifie du point de vue de l'énergie? Imaginez que la téléportation fonctionne selon le scénario le plus simple. Nous scannons le corps, transmettons l'information, démontons l'original en atomes et assemblons la copie à partir de nouveaux atomes, au point de destination.
que faire des 70 kg d'atomes restants de l'original? Ce ne sont pas des déchets que l'on peut simplement jeter. Ce sont des molécules biologiquement actives, des protéines qui peuvent provoquer une réponse immunitaire, de l'ADN qui contient votre information génétique, des hormones, des neurotransmetteurs, des enzymes, tout un ensemble de substances potentiellement dangereuses. Imaginez l'élimination de milliers de téléportations par jour, des tonnes de matière organique. On ne peut pas simplement les brûler à cause des émissions toxiques. On ne peut pas les enterrer en raison de la contamination biologique. On ne peut pas les rejeter dans les égouts sous peine de violer les normes sanitaires. Un traitement spécial est requis, une décomposition en molécules simples, eau, dioxyde de carbone, sels minéraux. Cela demande de l'énergie et des équipements spécialisés. Les stations de téléportation se transforment alors en usines chimiques dotées de systèmes de purification et de recyclage. Bien, supposons que nous ayons résolu ce problème. Nous avons appris à traiter les restes biologiques de manière efficace et sûre. Reste une question. Où prendre la matière pour créer la copie? Au point de réception, il est nécessaire d'avoir un stock d'atomes, les bons atomes, dans les bonnes proportions. Le carbone est la base de l'organique. Dans le corps humain, il y en a environ 12 kg. 18 kg d'oxygène, 7 kg d'hydrogène, 2 kg d'azote, plus des dizaines d'autres éléments en quantité mineure. C'est un peu comme remplir les cartouches d'une imprimante. S'il n'y a plus de tonnerre, l'impression est impossible. Sauf qu'au lieu du tonnerre, ce sont des éléments chimiques, et au lieu d'une feuille de papier, c'est un corps humain. Est-ce difficile à imaginer? Voici une analogie. Vous voulez faire cuire un gâteau. Vous avez la recette détaillée et précise, mais s'il n'y a ni farine, ni sucre, ni œufs, le gâteau ne se fera pas. Vous pouvez connaître la recette par cœur, mais sans les ingrédients, il n'y aura aucun résultat. Il en va de même pour la téléportation. L'information sur la structure du corps est la recette, mais pour la matérialisation, il faut les ingrédients. Des atomes en quantité suffisante et des types appropriés. Où les prendre? On peut les acheminer par transport conventionnel. Mais alors, à quoi bon la téléportation? Si vous avez déjà établi des vols de fret réguliers vers Mars pour livrer de la matière première pour le téléporteur, pourquoi ne pas transporter les gens par ce même moyen? On pourrait utiliser les ressources locales. Sur Mars, il y a une atmosphère, du dioxyde de carbone, de la glace, de l'eau. On peut extraire le carbone, l'oxygène, l'hydrogène, synthétiser les molécules nécessaires, mais cela exige une infrastructure industrielle, des usines chimiques et des sources d'énergie. Électrolyse de l'eau, séparation du dioxyde de carbone, synthèse d'acides aminés, assemblage de protéines. Toute une industrie. Et il faudra énormément d'énergie, car assembler une molécule complexe à partir de molécules simples est un processus extrêmement gourmand en énergie. La nature fait cela dans les cellules vivantes, en utilisant l'énergie solaire et des milliards d'années d'évolution. Nous voulons le faire en quelques minutes. On peut estimer l'énergie minimale. L'énergie chimique stockée dans les molécules organiques du corps humain équivaut à environ 1 million de calories. C'est comme brûler 100 kg de charbon ou consommer autant d'électricité qu'un appartement moyen en utilise pendant 1 mois. Et ce n'est que l'énergie chimique. Il faut aussi de l'énergie pour piloter le processus d'assemblage, pour la manipulation des atomes individuels, pour la vérification de la structure. Mais tout cela n'est rien comparé à ce qui se passerait si nous essayions non pas de démonter l'original en atomes, mais de convertir sa masse en énergie. Vous vous souvenez de la formule d'Einstein?
L'énergie est égale à la masse multipliée par le carré de la vitesse de la lumière. 70 kg de masse représente une quantité d'énergie inimaginable. Si l'on annihilait complètement une telle masse, cela produirait une explosion d'une puissance d'environ 1000 mégatonnes. C'est 30 fois plus que la bombe thermonucléaire la plus puissante jamais testée par l'humanité. Un humain téléporté, et la moitié d'un continent s'évapore. Ce n'est pas un mince effet secondaire. Heureusement, la conversion de la masse en énergie ne se produit pas toute seule. Elle nécessite une annihilation avec de l'antimatière ou une fusion thermonucléaire ou une fission nucléaire. Le simple fait de démonter le corps en atomes ne libère pas toute cette énergie. Seules les liaisons chimiques sont rompues, ce qui donne une quantité d'énergie comparativement faible. Mais imaginez une erreur dans la conception du téléporteur. Imaginez que les ingénieurs créent accidentellement un dispositif qui ne se contente pas de démonter les atomes, mais déclenche une réaction en chaîne d'annihilation. La téléportation devient une arme de destruction massive ou, au contraire, une source d'énergie. Si nous apprenions à extraire l'énergie de la masse de manière contrôlée, une seule personne fournirait de l'électricité à une petite ville pendant 1 an. Il est vrai qu'il ne resterait rien de la personne. Toute la masse serait convertie en énergie. Cela nous ramène à la question de savoir s'il est réellement nécessaire de détruire l'original. Peut-être existe-t-il un moyen de téléportation qui préserve le corps initial. Théoriquement, on peut imaginer un tel processus. Nous scannons le corps sans le détruire, transmettons l'information, créons la copie, et l'original reste vivant. Mais alors, ce n'est plus de la téléportation, c'est du clonage. Et tous les problèmes d'identité dont nous avons parlé surgissent. S'y ajoute un nouveau problème. Que faire de l'original ? Le tuer après la création de la copie n'est plus de la téléportation, mais un meurtre. Le laisser vivre ? Alors vous êtes 2. Les 2 ont les mêmes droits, les mêmes souvenirs, les mêmes prétentions sur votre vie. Famille, travail, propriété, tout est doublé ou divisé par 2. La législation n'est pas prête pour de telles situations. Peut-on arrêter la copie pour un crime commis par l'original ? L'original est-il responsable des actes de la copie ? Qui d'entre eux est le véritable propriétaire du compte bancaire ? Il s'avère que le seul moyen d'éviter ces problèmes est de détruire l'original. Non par cruauté, mais par logique. La téléportation doit être un transfert, pas une copie. Sinon, c'est une autre technologie avec d'autres conséquences. Mais la destruction de l'original crée un autre problème, la confiance. Accepteriez-vous d'entrer dans une machine qui va vous tuer, même si l'on vous promet de créer une copie identique ? La plupart des gens, je pense, refuseront. Du moins, au début, une longue période de test sera nécessaire. On téléportera d'abord des marchandises, puis des animaux. On vérifiera que les copies se comportent normalement, que les souris, après téléportation, se souviennent des labyrinthes appris, que les chiens reconnaissent leur maître, que les singes conservent leurs compétences dans l'utilisation d'outils. Ce n'est qu'après des milliers d'expériences réussies que les premiers volontaires apparaîtront. Peut-être des personnes en phase terminale, celles qui n'ont plus rien à perdre, ou des fanatiques du progrès, ou simplement des aventuriers désespérés. Les premières téléportations humaines seront une sensation mondiale. Chaque cas sera analysé avec rigueur. La personnalité a-t-elle changé ? Tous les souvenirs sont-ils préservés ? Y a-t-il des anomalies psychologiques ? Et même si tout se passe bien, les doutes subsisteront, car la personne téléportée elle-même ne pourra pas prouver qu'elle est la même que celle qui est entrée dans la cabine. Elle y croira sincèrement, mais la croyance n'est pas une preuve. Et qu'arriverait-il s'il existait un moyen de téléportation qui contournait tous ces problèmes, qui ne créait pas de copie, mais déplaçait réellement la matière ?
non pas par transmission d'informations, mais directement. Cela nous ramène à l'idée des trous de verre, des tunnels théoriques dans l'espace-temps reliant deux points distants. Vous entrez par un orifice, vous sortez par l'autre. La matière n'est pas copiée, elle se déplace physiquement. Aucun problème d'identité. Cela semble idéal. Le problème est que les trous de verre ne sont, pour l'instant, que de la pure théorie. La théorie de la relativité générale autorise leur existence, mais personne ne sait comment créer un trou de verre stable. Il faut de la matière exotique avec une énergie négative. Une telle matière n'a jamais été observée dans la nature. Même si elle existe, le pilotage d'un trou de verre exigerait des énergies comparables à celles des étoiles. Construire un tel dispositif est une tâche pour une civilisation ayant maîtrisé toute la galaxie, pas pour l'humanité du XXIe siècle. Ainsi, pour l'instant, la seule option théoriquement possible est la téléportation par copie d'informations, avec toutes les conséquences qui en découlent, philosophiques, éthiques et physiques. Et même si nous résolvons toutes les difficultés techniques, reste la question du temps. Combien de temps prendra la téléportation? Car la transmission d'informations ne peut être instantanée. La vitesse de la lumière est une limite fondamentale. 300 000 km par seconde, cela semble rapide, mais à l'échelle des distances cosmiques, c'est une allure de tortue. Pour aller sur la Lune, la lumière met 1 seconde. Pour Mars, au mieux des minutes, et pour l'étoile la plus proche, des années. La téléportation vers une autre planète prendra le même temps qu'un signal radio. Et un signal radio, c'est juste une transmission de données, sans avoir besoin de recréer des structures complexes. Un paradoxe surgit. La téléportation devrait être plus rapide que le transport ordinaire, mais la transmission de l'information nécessaire à la téléportation peut prendre autant de temps que le déplacement physique. De plus, pendant que le transfert de données s'effectue, il doit se passer quelque chose pour la personne. Soit elle est déjà démontée en atomes et attend sous forme de nuages de particules, soit elle reste vivante, mais alors, pendant le temps de transmission, elle changera, vieillira, acquérera de nouveaux souvenirs. Si on la démonte immédiatement, alors la personne est morte pendant le temps de transmission, des minutes, des heures, des années, selon la distance. Sa conscience est interrompue. Quand la copie sera créée, pour elle, un instant se sera écoulé. Mais dans le temps objectif, une longue période aura passé. Cela crée des effets étranges. Téléportez-vous sur Mars. Pour vous, le processus est instantané. Vous fermez les yeux sur Terre, vous les ouvrez sur Mars. Mais sur Terre, 20 minutes se sont écoulées. Votre famille a passé 20 minutes sans vous. Pendant 20 minutes, vous n'avez existé nulle part dans l'univers. Et si vous vous téléportez vers une autre étoile, des années passeront sur Terre. Tous ceux que vous connaissiez auront vieilli ou seront morts. Vous reviendrez en 1 seconde, de votre point de vue, et vous vous retrouverez dans un monde totalement différent. C'est presque comme un voyage dans le temps vers le futur, mais en pire, car il n'y a aucun moyen de revenir. Et votre conscience s'est réellement interrompue. Vous êtes mort, et vous avez ressuscité dans le futur. Peut-être la téléportation n'est-elle pas du tout faite pour le déplacement des humains. Peut-être n'est-elle utile que pour le transport de marchandises, d'objets inanimés, pour lesquels la continuité de l'existence n'importe pas. Mais même là, il y a des problèmes. Un meuble antique après téléportation est-il une copie ou l'original? A-t-il la même valeur? Un diamant après téléportation est-il naturel ou synthétique? Après tout, les atomes ont été réassemblés à partir de matières premières. Des tableaux, des sculptures, des artefacts historiques. Leur valeur réside dans leur unicité, dans le fait que ce sont précisément ces atomes que l'artiste a touchés. La téléportation détruit ce lien, crée
un faux parfait. Et l'information. On peut téléporter un disque dur avec des données, mais il est plus simple de transmettre les données elles-mêmes. Pourquoi téléporter le support physique si l'on peut copier les fichiers? Il s'avère que la téléportation n'est utile que pour des objets que l'on ne peut pas reproduire facilement par des moyens ordinaires, mais pour lesquels la continuité matérielle n'est pas essentielle. C'est une niche très étroite. Les ressources. On peut téléporter des minerais utiles depuis des astéroïdes, mais pour cela, il faut d'abord construire une station de téléportation sur l'astéroïde, ce qui exige la livraison d'équipements par transport conventionnel. Encore un cercle vicieux. Le seul scénario où la téléportation est réellement utile concerne les situations d'urgence. Sauver des gens de lieux dangereux, livrer des médicaments dans des régions reculées, évacuer lors de catastrophes. Mais pour cela, il faut un réseau de stations de téléportation couvrant le monde entier. La construction et l'entretien d'un tel réseau coûteraient plus cher que le développement de transports rapides ordinaires. Avions, hélicoptères, drones, des technologies que nous avons déjà. Alors, la téléportation est-elle une impasse évolutive? Une belle idée qui ne trouvera pas d'application pratique. Une fiction, qui restera à jamais une fiction, n'étant pas indispensable, car il existe d'autres approches, d'autres moyens d'atteindre le même résultat, le déplacement instantané, sans copie, sans destruction de l'original, sans paradoxe philosophique. Et si, au lieu de téléporter le corps, nous apprenions à téléporter la conscience, pas physiquement, mais virtuellement, télécharger l'esprit dans un ordinateur, le transmettre par le réseau, le charger dans un nouveau corps à l'autre bout. Cela semble encore plus fantastique que la téléportation classique, mais en un sens c'est plus simple, car il n'est pas nécessaire de reproduire chaque atome. Il suffit de copier le motif, la structure des connexions neuronales, et le corps peut être cultivé à l'avance, cloné, ou utiliser un robot. Cela résout le problème de l'énergie. Pas besoin de démonter et remonter 70 kg de matière. Seulement transmettre de l'information, des téraoctets ou des pétaoctets de données. C'est beaucoup, mais réalisable. Cela résout le problème de la biologie. Pas besoin de copier le microbiote, les mitochondries, les modifications épigénétiques. La conscience est séparée du substrat biologique, mais cela crée un nouveau problème. Qu'est-ce que la conscience sans corps? Peut-on même séparer l'esprit du cerveau? Les neurosciences modernes pensent que non. La conscience est indissociablement liée à l'expérience corporelle, aux sensations, aux émotions, aux hormones. Le téléchargement dans un ordinateur détruira tout cela. Ce ne sera pas vous qui en résulterez, mais une pâle copie, un simulateur d'esprit sans sentiment. Ou alors, il faudra simuler aussi le corps, de manière virtuelle, mais offrant toutes les mêmes sensations, ce qui nous ramène encore au problème de la complexité. Une autre approche n'est pas la téléportation, mais l'accélération du déplacement ordinaire. Apprendre à bouger plus vite. Propulser les vaisseaux spatiaux à des vitesses proches de celles de la lumière. Utiliser la dilatation du temps relativiste. Pour le voyageur, un trajet vers une autre étoile prendra des mois de temps subjectif, pour ceux restés sur Terre, des années. Mais au moins, il n'y aura aucun problème avec la copie de la personnalité. Vous vous déplacez physiquement en préservant la continuité de l'existence, ou bien renoncer complètement au déplacement physique, développer la réalité virtuelle jusqu'à un niveau indiscernable de la réalité. Alors, peu importe où se trouve votre corps, la conscience peut voyager virtuellement, visiter n'importe quel lieu, rencontrer n'importe qui. Ce n'est pas de la téléportation au sens classique, mais cela atteint le même but, le franchissement des distances. Sans déplacement physique,
sans dépense d'énergie, sans risque. Peut-être l'avenir n'est-il pas dans la téléportation de la matière, mais dans la téléportation de la présence. Des technologies qui vous permettront d'être n'importe où sans bouger votre corps. Drones avatars, projections holographiques, connexion directe au capteur. Déjà, aujourd'hui, des chirurgiens opèrent des patients à l'autre bout du monde en contrôlant des robots via Internet. Il existe déjà des systèmes de réalité virtuelle créant l'illusion de présence. Encore un peu, et la différence entre présence physique et virtuelle s'effacera. Pourquoi se téléporter sur l'Everest si l'on peut mettre des lunettes de réalité virtuelle et éprouver les mêmes sensations? Pourquoi prendre le risque de démonter son corps en atomes si l'on peut y envoyer un robot avec vos yeux et vos oreilles? Bien sûr, ce n'est pas un remplacement complet. Le robot ne peut pas manger la nourriture locale, ne peut pas respirer l'air, ne peut pas interagir physiquement avec le monde aussi pleinement qu'un humain. Mais peut-être est-ce suffisant. Peut-être surestimons-nous l'importance de la présence physique. Après tout, nous recevons la majeure partie de l'information par la vue et l'ouïe. Les autres sens peuvent être simulés. Et pour les situations où un corps physique est réellement nécessaire, la colonisation spatiale par exemple, on peut utiliser des transports lents mais fiables, des fusées, des vaisseaux générationnels, l'anabiose. Il s'avère que la téléportation est la solution à un problème qui n'existe peut-être pas, car il y a d'autres moyens d'atteindre le même but, moins spectaculaires mais plus réalisables. Mais supposons que la téléportation devienne tout de même une réalité, que les ingénieurs résolvent tous les problèmes techniques, que la société se réconcilie avec les paradoxes philosophiques, que les gens s'habituent à l'idée de la destruction et de la recréation du corps. À quoi cela mènera-t-il? Le monde, avec la téléportation, changera au point d'être méconnaissable. La distance cessera d'être un obstacle. On pourra vivre sur un continent, travailler sur un autre, rencontrer des amis n'importe où sur la planète, voyager quotidiennement. L'infrastructure de transport deviendra inutile. Routes, ponts, aéroports, gares. Tout cela se transformera en ruines du passé. En revanche, il faudra construire des stations de téléportation partout, dans chaque ville, chaque quartier, chaque maison. L'économie se reconstruira totalement. La production locale n'aura plus de sens. Tout pourra être téléporté de n'importe où. Marchandises, ressources, personnes. La mondialisation atteindra sa limite absolue. Les frontières nationales perdront leur sens. Il sera impossible de contrôler la téléportation. Les gens pourront traverser n'importe quelle frontière instantanément. L'immigration illégale deviendra inarrêtable. Les terroristes auront accès à n'importe quel point du monde. La criminalité changera. Cambrioler une banque et se téléporter en lieu sûr. Tuer et disparaître avant l'arrivée de la police. Enlever une personne en la téléportant dans un lieu secret. Les gouvernements tenteront de réguler les licences de téléportation, l'enregistrement de chaque déplacement, les systèmes de surveillance, mais cela créera une société de contrôle total. Chacun de vos mouvements sera enregistré et analysé. La vie privée disparaîtra. Impossible de se cacher si chaque téléportation laisse une trace dans une base de données. Impossible de disparaître si le système sait où vous vous êtes déplacé. D'un autre côté, la téléportation donnera la liberté. On pourra échapper à un régime totalitaire d'une simple pression sur un bouton. On pourra aider des personnes en danger en envoyant des sauveteurs instantanément. On pourra livrer de la nourriture dans des régions affamées en quelques secondes. Peut-être que la téléportation rendra les guerres impossibles. On ne peut pas protéger un territoire si l'ennemi peut se matérialiser n'importe où. Les armées n'auront plus de sens, les bases militaires seront vulnérables. Ou, au contraire, les guerres seront plus terrifiantes. On pourra téléporter une bombe nucléaire directement au centre de la ville ennemie, sans avertissement,
sans possibilité d'interception. La destruction mutuelle assurée atteindra un nouveau niveau. L'humanité sera confrontée à un choix, soit apprendre à coopérer globalement, soit s'autodétruire avec les nouvelles technologies. La téléportation effacera toutes les barrières. Seul restera le choix, la paix ou le chaos. Mais les changements les plus profonds n'auront pas lieu en politique ou en économie, mais dans la façon dont nous nous comprenons nous-mêmes. Car la téléportation obligera à revoir la nature même de l'identité humaine. Si la personnalité est un motif que l'on peut copier, qu'est-ce qui empêche de créer plusieurs copies, de se cloner, de vivre dans plusieurs corps simultanément ou successivement, de créer des copies de sauvegarde pour ressusciter après la mort? Ce n'est plus de la téléportation, c'est l'immortalité numérique. La possibilité d'exister pour toujours, de changer de corps comme de vêtements. L'un vieillit, on transfère la conscience dans un nouveau. Jeune, sain, peut-être amélioré. Cela ressemble à une utopie, mais cela soulève des questions qui font froid dans le dos. Qui aura accès à de telles technologies? Seulement les riches. L'élite sera immortelle tandis que les gens ordinaires resteront mortels. Ou au contraire, tout le monde y aura accès. Alors, la population explosera. Des milliards d'humains immortels en compétition pour les ressources, la planète ne le supportera pas. Il faudra limiter la natalité, interdire la création de nouveaux humains tant que ceux existants sont immortels. La société se figera. Plus de nouvelles générations, plus de nouvelles idées, plus de nouvelles perspectives. Une gérontocratie éternelle. Peut-être que la téléportation et l'immortalité numérique sont tout à fait incompatibles avec la nature humaine. Peut-être ne sommes-nous pas prêts pour un tel pouvoir sur la matière et la conscience. L'histoire montre que chaque technologie est utilisée aussi bien pour le bien que pour le mal. Le feu réchauffe et brûle. L'énergie nucléaire donne de l'électricité et détruit des villes. Internet relie les gens et propage la haine. La téléportation sera identique. Un outil qui peut sauver ou perdre la civilisation. Tout dépend de la façon dont nous l'appliquerons. Mais avant de prendre ces décisions, il convient de réfléchir. Avons-nous réellement besoin de la téléportation? Cela vaut-il la peine de courir après une technologie qui peut détruire ce qui fait de nous des humains? Car dans la quête du déplacement instantané, nous risquons de perdre quelque chose d'important. La continuité de l'existence, l'unicité de l'expérience, le lien avec notre propre corps. La téléportation n'est pas simplement une technologie de transport, c'est une révolution philosophique, une redéfinition de ce que signifie être humain. Et possiblement, l'humanité n'est pas encore prête pour un tel pas. Peut-être devrions-nous d'abord comprendre ce qu'est la conscience, décrypter le fonctionnement du cerveau, résoudre les questions éthiques du clonage et de l'intelligence artificielle, et ensuite seulement, si les réponses nous satisfont, penser à la téléportation. Ou peut-être que la réponse est que la téléportation est un test, un défi qui montre si nous sommes suffisamment développés en tant qu'espèce, si nous sommes prêts pour des technologies qui posent des questions fondamentales sur la nature de la réalité. Une civilisation qui invente la téléportation doit être assez sage pour en comprendre les conséquences, assez éthique pour l'utiliser de manière responsable, assez courageuse pour affronter la vérité sur elle-même. En sommes-nous là, ou le chemin est-il encore long? Voici une pensée finale pour vous. La téléportation humaine peut s'avérer impossible, non pas parce que les lois de la physique l'interdisent, mais parce que l'idée même contredit ce que nous sommes. Nous ne sommes pas simplement des ensembles d'atomes, ni des motifs d'information, ni des corps que l'on peut démonter et remonter. Nous sommes des processus, des flux, des changements continus que l'on ne peut arrêter sans destruction. Tenter de téléporter un humain, c'est tenter d'arrêter un fleuve, de l'enregistrer et de le relancer ailleurs. On peut créer un nouveau fleuve avec les mêmes caractéristiques, mais ce sera une autre eau. Et en cela,
réside, peut-être, la principale leçon de la téléportation. Non pas technique, mais philosophique. La valeur de l'existence réside dans la continuité, dans le fait que nous vivons chaque instant, qu'entre hier et aujourd'hui, il n'y a pas de rupture, que notre expérience est reliée par un unique fil de conscience. La téléportation rompt ce fil, en crée un nouveau, peut-être indiscernable, mais nouveau. Et dans cette rupture se perd quelque chose d'important, ce que les philosophes appellent le soi, ce qui fait que vous êtes précisément vous. Ainsi, si un jour on vous propose de vous téléporter, demandez-vous si vous êtes prêt à disparaître, à céder votre place à une copie, à vous fier à la promesse qu'elle sera vous, ou si vous préférez le long chemin, lent mais continu, le chemin où vous restez vous-même, du début à la fin. Le choix vous appartient. Pour l'instant, la téléportation reste une fiction, mais un jour, ce choix pourrait devenir réel, et il vaut mieux y réfléchir à l'avance. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. De nombreux thèmes qui bouleversent les idées reçues sur la réalité nous attendent encore, et chacun d'eux est plus important qu'il n'y paraît à première vue. Et maintenant, imaginez un autre scénario. Les états quantiques dans le cerveau ne sont pas importants pour la conscience. La conscience est un processus classique émergent de la complexité du réseau neuronal. De milliards de neurones interconnectés, dont chacun reçoit des signaux de milliers de voisins et envoie ces signaux plus loin. Dans cette vision, le cerveau s'apparente à un orchestre gigantesque. Chaque neurone est un musicien. Il joue sa propre partition, mais la musique surgit de la sonorité d'ensemble. Dans la conscience, c'est une symphonie que crée tout l'orchestre en même temps. Elle ne réside pas dans un seul instrument, mais dans leur interaction. S'il en est ainsi, alors pour la téléportation, il suffit de recréer correctement le motif de leurs interactions. L'identité exacte de celui qui joue du violon n'est pas si importante. L'important est qu'il joue la bonne note au bon moment. On peut changer tous les musiciens. Si les nouveaux jouent à la même partition, la symphonie sonnera exactement de la même façon. Cette analogie est encourageante, ce qui signifie que les détails quantiques ne sont pas critiques. Il suffit de préserver l'architecture générale du réseau neuronal. Quels neurones sont connectés avec lesquels? Quelle est la force de ces liens? Quel motif d'activité crée-t-il? Les neurobiologistes modernes penchent précisément vers cette image. Ils cartographient le connectome, la carte complète des connexions entre les neurones. Chez un ver doté de 300 neurones, on a déjà établi le connectome complet. Chez la mouche, on y travaille. Le cerveau humain, avec ses 100 milliards de neurones, est une tâche de plusieurs décennies, mais techniquement réalisable. L'idée est que le connectome contient toute l'information importante sur le cerveau. En sachant comment les neurones sont connectés, on peut prédire comment le cerveau fonctionnera. On peut même recréer son fonctionnement dans une simulation, télécharger la conscience dans un ordinateur. Mais ici surgit la question piège. Suffit-il de connaître seulement les connexions, ou bien les détails de chaque neurone sont-ils aussi importants? Un neurone n'est pas simplement un nœud dans un réseau. C'est une cellule complexe, avec des milliers de récepteurs à sa surface, avec des organites internes, avec son propre métabolisme. Deux neurones ayant les mêmes connexions peuvent fonctionner différemment s'ils ont une histoire d'activation différente, si dans l'un s'est accumulé plus de calcium et dans l'autre moins. Si l'un possède plus de récepteurs d'un certain type, s'ils expriment génétiquement des protéines différentes, combien de détails exactement faut-il préserver? Où passe la frontière entre l'important et le négligeable, nous l'ignorons, car nous ne comprenons toujours pas comment exactement la structure physique du cerveau code l'information. Prenons un souvenir. Où est-il stocké? La réponse classique.
Dans les synapses, les lieux de contact entre les neurones. Une synapse forte signifie un lien solide. Un groupe de neurones reliés par des synapses fortes forme un motif qui code le souvenir. Lorsque vous vous souvenez, ce motif s'active. Les neurones commencent à échanger des signaux à un certain rythme et l'expérience subjective surgit. Vous voyez l'image, entendez le son, ressentez l'émotion. Si cela est vrai, alors pour préserver les souvenirs, il suffit de copier la force des synapses, le nombre de récepteurs dans chaque contact synaptique, la concentration des neurotransmetteurs. C'est un volume de données énorme, mais fini. Mais des recherches récentes ont montré que la mémoire peut être stockée non seulement dans les synapses. Il existe des changements épigénétiques dans l'ADN des neurones, il y a des changements dans la structure des protéines. On suppose même que l'information pourrait être stockée dans les cellules gliales, des cellules du cerveau que l'on considérait auparavant comme simplement auxiliaires. Plus nous en apprenons sur le cerveau, plus il s'avère complexe. Chaque découverte ajoute un nouveau niveau de complexité, et avec chaque niveau croît le volume d'informations qu'il faut copier pour la téléportation. Imaginez la tâche, consistant à créer une copie exacte de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Au début, il semble qu'il suffise de connaître l'architecture, où se trouve chaque mur, les fenêtres, les voûtes. Puis, il s'avère que les matériaux sont importants. Pas simplement de la pierre, mais un type précis de pierre avec une texture donnée. Puis, on découvre que l'histoire est importante. Les fissures, le noircissement, les traces des siècles. Ensuite, que dans les murs vivent des micro-organismes qui influencent la structure, que dans la pierre il y a des inclusions minérales qui créent un dessin unique, que l'acoustique de la salle dépend des moindres irrégularités de la surface. Au final, la copie complète exige la reproduction de chaque atome, ce qui est physiquement impossible. Les atomes, objets quantiques, ne peuvent être copiés avec exactitude. Il faut décider quel niveau d'approximation est suffisant. Avec le cerveau, le même problème se pose, en pire. Car la cathédrale n'est pas un objet vivant. Il n'est pas nécessaire de la mettre en marche, alors que le cerveau doit fonctionner après la copie. Il doit non seulement avoir l'air correct, mais fonctionner. Et nous ne savons pas quels détails précis sont critiques pour le fonctionnement. Peut-être qu'une approximation grossière du schéma général de connexion suffit. Peut-être qu'une précision allant jusqu'à chaque molécule est nécessaire. Peut-être même que les détails quantiques sont indispensables. La seule façon de le savoir est d'essayer de copier le cerveau, de le lancer et de voir s'il fonctionne. Mais s'il ne fonctionne pas, nous ne saurons pas pourquoi. Car il est impossible de demander à un cerveau qui ne fonctionne pas ce qui lui manque. Et s'il fonctionne, comment vérifier que la conscience a été préservée? La copie affirmera que oui, passera n'importe quel test, mais ce n'est pas une preuve de la présence d'une expérience subjective, c'est simplement une preuve de fonctionnement correct. Ainsi, si vous avez aimé ce voyage à travers les paradoxes de la téléportation, si vous voulez plus d'analyses de ce genre à l'intersection de la science et de la philosophie, abonnez-vous à la chaîne et mettez un pouce bleu, car l'univers est plein d'énigmes, et chacune d'elles est une occasion de voir le monde d'une façon nouvelle, de se comprendre soi-même plus profondément, de poser des questions pour lesquelles, peut-être, il n'y a pas de réponse, mais les questions elles-mêmes nous rendent déjà plus sages. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout. On se voit dans les prochaines vidéos, où nous continuerons d'explorer les limites du possible et de l'impossible aussi.